va rester à dire, parce que je voulais parler de Clément Sénère. C'est réglé, encore. Je voulais parler de l'interdisciplinarité, c'est déjà traité aussi. Il est vrai que je partage ni l'optimisme ni le pessimisme de sa vie complètement, mais je pense quand même qu'il a raison sur le fait que cette revue ne marche pas. Bon, donc ce que j'ai commencé par dire, c'est je ne sais pas ce qui va me rester à dire. Alors je voudrais aller sur le chemin de la remémoration, parce que d'abord immédiat, parce que je crois que c'est important, c'est M. Barr, je crois, qui a dit que la plupart des revues aujourd'hui ont un single topic, un seul sujet et une seule discipline, et le sujet en question est de plus en plus un micro-sujet, et on mesure de plus en plus selon des critères qui sont tout à fait spécifiques, on parle d'excellence, d'évaluation, etc. Et on se demande dans ce paysage comment il est possible qu'un ovni comme Social Science Information, information sur les sciences sociales, puisse exister et prospérer. Et évidemment, la réponse, c'est probablement que c'est peut-être en partie précisément à cause de ce paysage, grâce à ce paysage, ou en réponse à ce paysage, qu'il existe des espaces comme celui-ci. Je pense qu'en effet, le côté atypique a un substrat historique et qu'il faut se souvenir du rôle absolument fondamental qu'a joué, pas seulement dans la revue, mais dans les sciences sociales en France, et peut-être au-delà, Clément Sénère, qui est quand même un personnage assez unique, et qui était, comment dire, spontanément et naturellement inter ou transdisciplinaire à un point qui était assez étonnant. D'abord, c'était tout un type curieux parce qu'on avait l'impression qu'il ne vous écoutait pas. Il ne vous écoutait pas, et puis tout d'un coup, 6 mois, 1 mois après, il vous sortait une phrase, une formule qu'il avait accrochée dans un déjeuner ou autre chose. Il repérait les gens d'une façon, c'était étonnant comme ça a été montré et répété. Et son rôle dans la genèse de cette revue a bien entendu été essentiel. Alors, moi j'ai eu la chance d'avoir un papier, j'ai découvert avec une très grande fierté, n'est-ce pas, qu'il a un nom inconnu à côté de Bourdieu et des autres dans les papiers les plus certains, merci. Donc, c'est intéressant parce que c'est quelque chose sur lequel je n'ai jamais entendu parler de ce papier pendant des décennies. Il doit dater des années 80. Et ce qui s'est passé, c'est simplement l'émergence d'une discipline. Enfin, pas d'une discipline, d'un champ. Un champ. Ce champ, c'est sciences sociales et alimentation, anthropologie, sociologie de l'alimentation. Quand on a commencé dans Social Science Information, sous forme d'une rubrique avec Igor Dugarine, on avait une audience extrêmement limitée, et personne ne voulait entendre parler de nous dans les revues mainstream, si j'ose dire, des disciplines. Par exemple, un de mes collègues sociologues qui s'intéressait à la question dans les années 80 s'est entendu dire par un collègue qui lui demandait sur quoi travailles-tu? Sur l'alimentation. Ah bon, sur l'alimentation, sociologie de l'alimentation, pourquoi pas de la lessive? Pourquoi pas? Ça s'est fait. Cet objet, qui était un objet naturellement à multiples entrées, inter-transdisciplinaire, parce qu'on allait de la nutrition, de la biologie, de la biochimie, de l'écologie, de l'agronomie, à la sociologie, l'anthropologie, la psychologie sociale, même la psychologie cognitive, etc. C'était un objet qui pouvait spontanément susciter des approches multiples et variées, ne trouvait pas sa place ailleurs, et finalement, on l'a un petit peu implanté dans Social Science Information, et à partir de, disons, une vingtaine d'années après, il y a un champ qui est apparu, qui devient proliférant, qui s'appelle même Food Studies, et donc la plupart des départements, la plupart des universités aux États-Unis ou dans le monde anglophone en particulier, mais pas seulement, il y a des food studies maintenant, comme il y a des gender studies ou autre chose, c'est assez étonnant. Et ma foi, on va rechercher les vieux papiers, et comme la revue est quand même bien indexée, bien repérable et bien trouvable, on télécharge les papiers, et c'est ça qui se passe, pas autre chose. Donc, c'est grâce à cette revue qu'on a pu commencer quelque chose qui existe un peu aujourd'hui. Il y a de multiples exemples, comme vous l'avez vu pour la coopération dans la psychologie franco-russe.
que j'ai connue à l'époque où elle s'appelait franco-soviétique. La langue est aussi évidemment à la fois une particularité unique et une opportunité tout aussi unique, encore que dans les années 80, j'ai encore un souvenir assez curieux d'avoir publié en anglais un papier d'un colloque quelconque dans Social Science Information, et d'avoir croisé quelqu'un dans les couloirs qui m'a dit « alors, on collabore ?» Donc, je ne sais pas si ça explique en partie le fait qu'il y a plus d'articles en anglais qu'en français aujourd'hui, ça devrait être l'inverse, mais le français reste représenté de façon pas anecdotique, et je pense que ça aussi c'est une chance et un bonheur pour beaucoup d'entre nous. Alors, dernier point, parce que j'ai dit que j'avais rien à dire, c'est pas le moment de continuer pendant un quart d'heure, juste une chose, je pense que je voudrais envoyer sur quelque chose que Guy a dit à la fin de son intervention, c'est que justement, le principal problème finalement d'une certaine manière, disons, les disciplines sont absolument indispensables. La spécialisation, le focus de plus en plus précis, approfondi, etc., c'est bien entendu une nécessité historique dans les sciences, et c'est d'une certaine manière la source du progrès de beaucoup de sciences, mais en même temps c'est la limite et l'obstacle maintenant d'une certaine façon au progrès de la science. Si je cite un peu ici par exemple Edgar Morin, je dirais que l'enjeu essentiel maintenant, ça va être aussi de relier les connaissances, de relier les savoirs. Et je pense qu'une revue comme Social Science Information, information sur les sciences sociales, c'est un de ces carrefours, un de ces espaces où les savoirs se rencontrent, se relient, ou en tout cas coexistent d'une façon extraordinairement créative et positive. C'est aussi un endroit où il y a des marges, des francs-tireurs, des gens qui sont à cheval sur les frontières entre les disciplines, qui ne trouvent pas leur place nécessairement ailleurs. Il y a ceux aussi qui sont alors, tout à fait mainstream et qui peuvent avoir quelques envies de s'écarter un peu de leur direction principale. Et je pense que tout ça, ce sont des dimensions qui rendent absolument indispensable cette revue, qui expliquent qu'elle est prospérée pendant si longtemps, et puisque Valérie est là, je me souviens que dans les anniversaires ou les mariages russes, on crie Stoliet, 100 ans. Donc je finirai sur cette note-là, Stoliet.